C'est une sorte de fausse question, en fait, le style. Et petit à petit, tu cherches et tu tâtonnes et tu finis par trouver le ton avec lequel tu veux faire. Give us a break, tu vois. De genre, c'est normal d'avoir des inspirations, de copier. Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les stratégies et les apprentissages des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin, je suis créateur moi-même et sur ce podcast, j'ai la lourde responsabilité de trouver les meilleures questions possibles pour aider mes invités à partager les expériences qui ont changé leur vie. Inspiration Créative, c'est un podcast qui est publié chaque lundi et avec, j'envoie un petit mail à toute ma communauté avec des idées pour mieux produire, mieux promouvoir et vivre de leur création. Alors si derrière votre écran vous êtes un créateur et que vous avez envie d'apprendre à mes côtés, rejoignez les 5000 lecteurs sur inspirationcreative.co/inscription. Je vous mets le lien dans la description. Et aujourd'hui les amis, c'est un immense bonheur d'accueillir deux illustrateurs que j'aime beaucoup. Chloé Romenga et Jérémy Kleiss. Je peux que vanter leur mérite parce que je les connais depuis si longtemps, mais si à votre tour vous prenez une minute pour les écouter, vous allez être bluffés. Bluffés par leurs expériences de vie, bluffés par les principes qu'ils vont vous transmettre, bluffés par leur sagesse qui va de pair avec leur audace et surtout bluffés par tout ce qu'ils ont à vous apprendre. Ils passent tous les deux beaucoup de temps à dessiner, c'est ce qui les rassemble, mais ils font surtout bien plus que ça. Chloé est auteure et elle a écrit 2 livres qu'elle a auto-édités qui s'appellent Rayures et Ratures et dont elle vit aujourd'hui. Et Jérémy de son côté est aussi un passeur de savoir parce qu'il a lancé un podcast qui s'appelle Sens Créatif qui a pour but d'explorer les stratégies des artistes de l'image. Vous allez adorer apprendre tout ce qu'ils ont à transmettre et surtout sentir leur énergie qui est communicative. Alors, sans plus attendre, je vous laisse en leur compagnie. Et c'est parti! Les amis, bienvenue. Merci. Merci. Comment vous allez? Ça va. Vous n'êtes pas trop stressé par Un petit peu. ce cadre, cette cabane? Elle est pas mal dans cette Ouais, cabane. Ouais, appelle ta elle est cabane. Ouais. Je vous propose un petit jeu pour se présenter, pour pouvoir être un peu un truc un peu plus sympa que juste qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Je vous propose de faire en 2 phrases. Une phrase où vous vous présentez, aussi d'être explicite, et une phrase où vous me racontez ce qui vous excite le plus en ce moment dans vos vies. Le projet peut-être qui vous titille le plus, le truc qui vous fait vibrer un petit peu en ce moment, ou peut-être l'enjeu qui arrive, et puis de me le raconter. Wow. Jérémy, tu veux commencer? Non. Attends, je dois réfléchir. Spontanément, tu vois, qu'est-ce qui te fait vibrer tes yeux en ce moment? Je pense que je te disais juste avant que j'étais au plus proche de moi-même, de plus en plus au plus proche de moi-même. Et donc, du coup, en ce moment, je lis beaucoup de livres donc, sur des thématiques qui m'intéressent. Et je me suis rarement laissé le temps de vraiment plonger dans des thématiques qui ne sont pas forcément en rapport avec le travail, en fait. Parce que je suis quelqu'un très boulot, objectif, avancé, nanana. Et là, en fait, je fais une sorte de pas de côté et je me permets, c'est aussi, je pense, la période qui le permet, parce que on vit au jour le jour et je dis même souvent qu'en tant que parent, je vis même plus au jour le jour, je vis à la demi-journée. Ouais. Parce que tu as été papa récemment, il faut le dire. Ouais, il y a 2 ans et demi déjà quand même. Ouais. Et donc du coup, je prends plus de temps pour moi et ça c'est cool. Donc c'est des petits plaisirs simples de la vie, mais c'est pas un truc transcendantal ou de ouf, mais c'est juste genre, pour moi, c'est assez fort de prendre juste du temps pour moi en fait. Donc c'est assez simple en fait comme réponse, mais voilà. C'est très bien. Ouais. Est-ce que tu peux juste dire en quelques mots ce que tu fais? Oui, donc Jérémy, illustrateur, podcasteur, j'ai créé Sens Créatif, que vous connaissez peut-être, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. D'ailleurs, Chloé est une de mes auditrices. Et invitée, exactement, ouais. Et ouais, je dessine depuis que je suis tout petit et je continue encore toujours. Et en partie, ça me motive à sortir du lit le matin, ouais. Génial. Chloé, tu veux nous raconter un peu? Ouais, mais alors du coup, c'est hyper dur de passer après lui. Il nous met la pression là, avec c'était son slogan de podcast. J'avais 2 phrases en tête, tu sais, donc c'est 2 phrases. Mais moi, je suis incapable d'avoir juste 2 phrases, tu le sais, c'est pas possible pour moi. Je sais. Si tu veux faire plus que 2 phrases, tu peux. Ouais. Et ben, ouais, en ce moment, je suis sur deux trucs qui me prennent un peu toutes mes journées, qui me motivent bien. C'est la finalisation de Rayures et Ratures 2, qui est du coup mon livre. Il y a déjà eu le tome 1 il y a quelques années, et là, je clôt cette aventure avec le 2. Et donc, en fait, je suis vraiment plongée dans les illustrations en ce moment, parce que j'ai fait tout le texte
commencer la mise en page, tout ça, tout est prêt. Et en fait, je suis vraiment en train de donner vie aux derniers dessins et ensuite, je vais pouvoir les caler. Et du coup, je trouve ça trop chouette sur mon iPad. Là, j'ai le côté avec les illus, tu sais, le côté avec le texte et puis j'essaie de les... Voilà, Je voyais tes stories dans le train à Ouais. travailler, à préparer avec toutes les petites cases et tout. C'est dans le train en plus. Ouais. C'est vrai. Ah, j'adore ça. Lui, t'es hors du temps, en fait. Ouais, je sais pas, t'as le paysage, t'as les gens qui parlent autour, tu t'en fous, tu les écoutes pas. Enfin, vraiment, C'est un dans bon ta endroit où tu rentres dans ta et bulle. tout. Ouais. Ah ouais, j'adore. Je suis d'accord. Je suis bien avec ça. Et puis en même temps, à côté, parce que je suis tout le temps sur ces projets-là de sensibilisation et tout. Et là, en ce moment, j'ai un projet jeunesse que je trouve hyper chouette, complètement bénévole et avec une amie sud-coréenne et américaine. Et du coup, c'est vraiment trop bien comme projet. Je suis contente de faire ça. Tu vas explorer encore d'autres choses, quoi. Ouais. Trop bien. Je trouve que vous êtes un peu tous les deux mes amis de l'Internet. C'est beau. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est oui. marrant parce qu'on s'est rencontrés à travers nos activités communes, par-ci par-là, un petit message sur Insta. Et Chloé, on a travaillé un petit peu ensemble quand j'étais chez Live sur le magazine Odyssée. Et puis Jérémy, je sais même pas la première fois où on a échangé, mais petit à petit, on sentait une sorte d'accroche, d'échange. bien sûr, ouais. Et donc, je trouve ça vraiment cool de commencer avec vous parce que ça met un cadre un peu vraiment sympa et convivial. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Le premier sujet dont je voulais parler avec vous, c'est un sujet autour de la singularité. Parce que je trouve que tous les deux, vous êtes deux personnes qui peut-être spontanément, au tout départ, ont peut-être tendance à se dire « moi, je creuse, je ne suis pas forcément singulier, je ne suis pas la personne la plus exubérante ». Et en fait, quand on regarde ce que vous faites, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans tes dessins, que ce soit toi aussi dans tes dessins, mais aussi sur le podcast, je trouve que petit à petit, vous commencez à gratter un peu un style, une singularité, des choses qui font que vous êtes, vous, unique. Et je voulais savoir si ça a été toujours évident, ça, pour vous, ou si c'est venu avec le temps, comment on arrive un peu à trouver cette singularité? Moi, j'ai pas l'impression de l'avoir trouvé, tu vois. Ouais. Pour ça, je trouve ça cool que tu dises ça. Non, mais c'est vrai, Parce on que le sent j'ai en pas fait. l'impression, en fait, à chaque fois, je me dis, oh là là, j'admire telle personne parce que vraiment, elle a un style bien défini. Tu vois quelque chose, tu sais que c'est elle et tout. Et moi, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé ça. Mais... T'as l'impression que c'est une quête permanente un peu, trouver ton style. Ouais. Et tu vois une différence, par exemple, par rapport à tes débuts, quand tu commençais à dessiner? Ah ouais. T'as l'impression que déjà, il y a un peu un label Chloé? Alors, je vois surtout la progression, tu vois, quand je revois les premiers dessins que j'ai postés sur le blog. Parce que j'ai pas fait de formation en dessin ni quoi que ce soit. C'est une reconversion. Et alors, du coup, vraiment, quand j'ai commencé à poster sur Internet, mais là, quand je revois les dessins, je mais comment j'ai osé poster ça un jour, tu vois? Personne ne s'est moqué de moi, mais pourquoi? Et je trouve ça cool aussi de voir un peu notre historique. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à le cacher. Par exemple, tu vas faire des vidéos sur YouTube, tu vois, et tu vas cacher les premières au bout de 3 ans parce que tu te dis, purée, la lumière c'était dégueulasse. Tu vois. Mais je trouve ça bien aussi de garder ça comme preuve vivante de notre progression, de nos évolutions, du chemin qu'on a parcouru par rapport au premier où on était un peu catastrophe. Ouais. T'as l'impression toi d'avoir un style? Alors la question du style est énormément abordée dans le milieu professionnel dans lequel Chloé et moi notamment on évolue, le milieu de l'illustration, et c'est marrant parce qu'au fur et à mesure du temps et de mes discussions d'ailleurs, ou de mes rencontres avec des professionnels ou même des enseignants, c'est une sorte de fausse question en fait, le style. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour trouver du travail notamment, on se dit il faut que j'ai un style pour pouvoir me différencier, etc. Et c'est drôle parce que je remarque vraiment que des personnes qui ont vraiment de la bouteille, je les sens vraiment presque une sorte de dédain par rapport à la question, par rapport à cette question du style. Parce qu'en fait, le style, c'est une traduction de ta quête, justement, en fait, d'un point A. Et en fait, si on se fige dans le temps avec un style, en fait, on n'est jamais figé. J'étais pas le même il y a 5 minutes, je serai pas le même dans 5 minutes. On change constamment au gré de nos envies. Et moi, je pense que souvent, par exemple, quand on fait de l'illustration ou du dessin, le style, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la partie que tu peux vendre, entre guillemets. Moi, évidemment, j'ai vécu la même chose que Chloé. Quand je regarde mes dessins, mes illustrations d'il y a... Enfin, moi, ça fait 8 ans que je fais ça. Et je me dis, comment est-ce qu'on a pu m'engager, comment on a pu me donner du boulot à l'époque. Mais en réalité, tant que tu fais du bon boulot, que tu es sérieux, etc., la question du travail... Tu trouves du taf, mais c'est plus, comme je disais, c'est la partie émergée de l'iceberg. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce que notamment j'essaie d'aborder sur Sens Créatif, c'est toute la partie cachée de l'iceberg, en fait. Et pour moi, c'est cette quête qui va bien au-delà de l'aspect graphique ou stylistique, qui est une quête humaine. Et je sais que pour moi,
sens créatif, c'est... Comment dire ? Je disais dernièrement à quelqu'un que si je devais avoir un titre super cheesy au roman de ma vie, ce serait un long chemin vers la liberté. Parce qu'en fait, c'est super cheesy, mais c'est juste apprendre en fait à désapprendre, apprendre à se libérer de tout un bagage pour en fait être créatif. C'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. C'est en réalité, c'est redevenir, c'est retrouver cet état de simplicité, d'innocence, de jeu, de déconnade, de on se prend pas au sérieux, et c'est super compliqué. Donc en fait, j'ai peut-être un petit peu pris des chemins de traverse par rapport à ta question, mais oui, pour moi c'est une quête qui va bien au-delà de mon travail d'illustrateur ou du podcast et qui me mène sur d'autres chemins, sur d'autres thématiques au plus je creuse, et c'est genre, est-ce que c'est vraiment ça mon sujet? Et puis que tu continues de creuser, est-ce que c'est... Et même le fait de chercher son sujet, c'est peut-être pas le bon sujet. En fait, c'est juste essayer d'être en résonance avec qui on est, je crois. Il y a un truc dans ce que tu dis qui est intéressant aussi sur... En fait, le style, c'est plutôt le style à un instant T. Ouais. Qui est vraiment toute l'accumulation de ce que tu as eu avant et qui s'exprime aujourd'hui comme ça, mais qui est un instant T sur un long chemin d'inspiration, d'essai, de recherche, de découverte, d'apprentissage. Et je pense que ce style-là, c'est à la fois le côté graphique, par exemple, dans vos cas, mais ça va être aussi, comme tu l'as dit Jérémy, le côté recherche de style humain, tu vois. Quelles sont tes découvertes dans la vie qui vont venir t'enrichir et te permettre de devenir toi, quoi, ton unicité, quoi. Et ça, on n'est pas forcément conscient, tu vois, de le faire, non. Mais il y a des choses qui nous influent et qui viennent peut-être apporter à ce style sans qu'on le sache progressivement, quoi. Ouais, après, parfois ça t'égare un peu. Je sais que ça t'est arrivé, toi ? Je me suis un peu perdue ces dernières années, ces dernières années, comme si ça faisait super longtemps que je faisais ça, tu vois. Mais mine ces de rien, derniers oui. mois. Ouais. Mais parce que je me sentais pas légitime, j'ai pas fait d'école de dessin, d'école d'art appliqué, d'illustration, et du coup je débute en dessin en fait, donc je me sentais franchement pas légitime. J'arrivais jamais à dessiner les mains, et ça me complexait énormément. Et c'est super compliqué les mains. Ouais. Je t'en fous. C'est bon. En fait, c'est Moi, ça, je sais c'est pas que dessiner, alors les mains, laisse tomber, quoi. Au début, je faisais hyper attention, donc j'essayais de faire bien mes personnages avec les ombres sur les vêtements, avec les bonnes proportions, etc. Et en fait, récemment, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'aimais, et que moi, les illustrateurs, par exemple, vraiment que j'aime beaucoup, c'est des gens où c'est hyper simple, le trait est super simple, c'est pas les proportions réelles, c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas du tout du réalisme en fait. Et là, je sais pas, ça m'a fait un peu tilt, genre, mais pourquoi tu t'embêtes avec juste les dessins de main et les ombres sur les vêtements, alors que tu préfères faire juste un trait de contour et un aplat de couleur. Ouais. C'est clair. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est... Je me rends compte qu'il y a des personnes dont j'aime le travail et qui m'inspirent graphiquement, et que je me dis, tiens, ça colle bien, je pourrais m'en inspirer. Et il y a des personnes que j'admire, mais qui font un truc totalement autre. Et c'est en ça que ces personnes-là, comme par exemple... Émilie Gleason, que j'ai sur le podcast, ou Serge Bloch, d'ailleurs, qui passera très prochainement, ils ont des styles totalement libres. Et en fait, je me rends compte que moi, ce qui me plaît, c'est plus l'essence, en fait. Parce que j'ai beau essayer, en fait, c'est pour ça que je disais une sorte de long chemin vers la liberté. C'est genre, même si j'essaie, je me rends compte que j'ai encore toujours ce côté laborieux, et que quelque part, c'est pas grave, en fait, que quand je discute avec des personnes qui ont des styles complètement éclatés, ils me disent, mais nous, on aime bien ton côté méticuleux, propre, etc. Et moi, je dis, non, mais moi, j'aime bien quand ça va dans tous les sens. Et donc, c'est faire la paix avec qui on est aussi. C'est juste genre, voilà, c'est ça que je sais faire, c'est ça qui sort de moi. Et en fait, c'est ça, en fait, le style, c'est ce que tu produis, et de l'assumer, de t'en amuser, et de réussir à faire la différence entre ce que tu peux... Parfois, on se met la pression pour faire des choses graphiquement, et puis il y a l'état d'esprit dont on pourrait s'inspirer. Bon, voilà, je ne sais pas si je suis très clair. Mais... Ouais, tout à fait clair. Si, ouais. En plus, je pense qu'on fonctionne un peu pareil là-dessus, c'est que je pense que la recherche... dans le processus créatif, vraiment la quête en fait est plus importante pour nous que l'aspect graphique. Oui. Et du coup, c'est vrai que souvent, moi, quand j'ai envie de faire quelque chose sur un sujet particulier, en fait, je le tourne dans tous les sens, et quand j'arrive vraiment à trouver ce que je veux dire, ça me saoule un peu de faire le dessin. ça m'intéresse plus. C'est presque la suite logique. Ouais, c'est ça. Je le fais parce que je veux le partager et que c'est l'image que j'ai en tête, mais
Mais c'est la période, enfin vraiment, la période d'avant qui m'intéressait en fait. T'as un truc aussi, je trouve, au niveau du croisement un peu des inspirations. Tu parlais de, moi je vais aller voir ça, qui est complètement différent de ce que je fais, mais qui m'inspire quand même, qui m'attire. Et je trouve qu'intuitivement, on a tendance à se dire, ah ouais, mais je vais pas copier quoi. Ouais. Alors qu'en fait, c'est tellement parfois différent de nous qu'en allant imiter, en allant chercher quelque chose de différent, on va se l'associer et se le faire à notre propre sauce. Et c'est là que le truc va devenir vraiment notre style, entre guillemets, quoi. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur trop d'aller copier ou d'aller piocher dans différentes inspirations pour ensuite les mélanger, un peu faire notre tambouille et puis ressortir notre propre patte, quoi. Ouais. Ouais. Oui. On est unanime. Écoute. Je suis sûr que tu l'as développé sur inspiration créative. La question de la copie aussi, c'est pour beaucoup de gens aussi qui J'ai pas débutent. de temps à aborder, tu vois, alors que pourtant, je trouve que c'est un truc que je me rends compte. Ouais, moi je me dis, Kylian a fait une vidéo là-dessus, c'est sûr. Ouais, Non, moi mais tu vois, aussi, j'étais persuadée. ça me questionne beaucoup en ce moment. Et je me dis, mais même moi, dans mes vidéos sur YouTube, aujourd'hui, je me dis, je fais des choses, c'est cool, et il y a des traits de moi qui ressortent, qui sont bien, qui est un peu ma singularité humaine aussi. Mais derrière, je me rends compte de plus en plus qu'il me faut des périodes un peu d'incubation où je vais aller piocher. Mais oui. Piocher c'est tel normal. style, Mais piocher oui. tel insert de texte, tu vois, même piocher tel type de plan, tu vois. Je me rappelle une dernière vidéo que j'ai fait où il y a une entrée où je fais une accélération, et Oui, c'est un oui. truc que j'ai copié, Bah oui, bien sûr. mais je trouve ça cool. Non, mais attends. Et je pense qu'on est tous comme ça en fait, on n'invente Ouais. pas des idées. Oui, non, en fait, je pense que c'est un de mes profs aux Beaux-Arts qui disait créer tout en sachant que tout a déjà été fait en fait. Mais le truc, c'est que si, je sais pas moi, supposons que tu es fan de vélo et d'illustration vintage et que tu es originaire d'Afrique du Sud, tu mélanges ces trois choses, ça fait ton unicité. Fan de vélo, originaire d'Afrique du Sud et c'est quoi le troisième truc que j'ai dit, j'ai oublié. Bref, mais en fait, ça n'a rien d'unique. Mais en fait, quand tu mixes les trois, en fait, ça fait cette tambouille spécifique, Ce croisement des chemins. croisement, et qui en fait au fur et à mesure du temps peut changer, évoluer, et aussi c'est s'autoriser, je crois, quand à un moment donné dans ta vie, c'est pas facile, mais quand tu commences à être reconnu comme, prenons, je sais pas, l'illustrateur, l'illustratrice spécialiste des vélos, et qu'à un moment donné, tu arrives à un moment donné dans ton parcours où le vélo, ça t'a construit, mais à un moment donné, c'est peut-être moins important, c'est dur de renoncer au vélo pour aller vers quelque chose de nouveau. Tu te dis, mais peut-être qu'on va pas venir me voir pour ces nouveaux sujets, mais c'est s'autoriser cette liberté en fait. Et donc, et je pense que d'accepter que, je pense qu'il faut se give us a break, tu vois, de genre, c'est normal d'avoir des inspirations, de copier, parce que, je veux dire, tous les réalisateurs, tu me parles du plan, là, je vois très bien de quel plan tu parles dans ta vidéo, mais je veux dire, tu l'as copié, mais la personne que tu as, entre guillemets, copié, l'a appris, l'a copié, enfin, je veux dire, l'histoire du cinéma, elle est... Donc, du coup... je trouve qu'il faut... It's okay. Voilà, c'est ça. Et à un Il moment faut se donné, donner tu extrais ta propre essence, quoi. Je suis d'accord. Et il faut se donner ça, tu vois, et je pense que cette propre essence, elle se forge au fur et à mesure de ses copies et de ses imitations. Mais quoi. oui. Et il y a un autre truc, c'est que je sais pas si vous avez parfois des apprentis illustrateurs ou des apprentis podcasteurs qui viennent vous voir et qui vous disent « Ah, mais comment je pourrais faire pour faire quelque chose d'original ou d'unique ou vraiment... » Wrong que à moi. question. Et en fait, ça, je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui vient énormément des expériences et un peu... Moi, j'aime bien le terme de avoir des blessures de guerre, qui sont un peu des expériences de vie que tu vas te creuser la tête pour aller vivre ou que tu vas vivre malgré toi parfois, mais qui vont profondément forger ce que tu as à raconter aussi à travers ton art, quel que soit ce type d'art. Et en fait, je pense qu'on devrait presque être parfois plus intentionnel, de se dire, ok, si j'ai envie de devenir un très très bon écrivain, il faut que je me force à sortir de chez moi et que j'aille vivre 6 mois en Antarctique, tu vois. Oui, oui. Entre guillemets, hein. Chacun a son Antarctique derrière. Et ça, j'ai l'impression que les gens ne le font pas assez, ou ils se disent j'aimerais être original, ou j'aimerais être unique, mais ils ont peut-être du mal à se dire, ok, je suis prêt à tenter des choses qui sortent un peu du lot, quoi. Ouais. En fait, tu restes un peu focalisé sur ta feuille à te dire qu'est-ce que je dois faire pour être un bon illustrateur, un bon écrivain. Et en fait, tu fais tes listes d'idées, mais si tu restes là derrière ton bureau, c'est compliqué. Ouais. Et je crois que c'était... je me demande si c'était pas Bernard Werber sur ton podcast qui disait qu'il faut juste... tu descends dans la rue et en fait, là, tu as plein de stimulations sensorielles ou autres. Et ça, mine de rien, ça te fait penser à quelque chose. Après, ça fait un ping-pong dans ta tête et tu finis par trouver une idée. Oui. Voilà. Tellement. Et tu vois, Ça, cool. je trouve que quand on regarde nos parcours aussi, les expériences qu'on fait, je pense au podcast, je pense à tes illustrations, je pense à même toi, tu vois, les problèmes de santé que tu as pu avoir, ça joue aussi, tu vois, ces blessures-là, elles jouent aussi dans ton art et c'est ça qui te permet de te dire ensuite, ok, je vais raconter ça sur Instagram, je vais faire ces dessins-là parce que ça vient de là, quoi, ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui. Bon, ça, il y a des choses qui sont malgré nous, quoi.
qui sont... Ouais, mais c'est malgré nous, mais c'est un pas important de le reconnaître. Par exemple, sur Sens Créatif, la saison 1, elle était très comment faire pour réussir à trouver du travail et économiquement, tu vois, machin. C'est un peu le truc marketing. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. C'est l'humain, c'est les individus, c'est les parcours de vie, c'est justement ce que tu disais, c'est les blessures, c'est là que je parle des motivations. Quel est ce truc qui fait que ta caverne, j'aime bien parler de ça, la caverne dans Empire contre-attaque, etc. Qu'est-ce qui te fait peur, en fait? Et en fait, c'est souvent là que se trouve la substantifique will pour créer. Et en fait, je sais que sur la saison 2 de Sens Créatif, j'ai beaucoup plus assumé ce côté plus, en gros guillemets... spirituel, intérieur. Ouais, intérieur, existentiel, etc. Et en fait, c'était marrant parce que ça me faisait peur et je me disais, est-ce que si je vais dans cette direction, est-ce que ça va toujours intéresser? Et ça n'a fait que se démultiplier, en fait. Et j'étais genre, ah, ok, vous en voulez, je vais vous en donner, tu vois. Et en fait, tu emmènes les gens quelque part et je pense qu'au plus on est honnête, mais voilà, est-ce qu'on ose montrer, et puis jusqu'où, puis on n'est pas obligé non plus, mais c'est juste on prend son temps, et donc... C'est un processus, hein. Ça prend du temps de gratter, quoi. Oui. Moi, je sais que, tu sais, sur YouTube, par exemple, j'ai des inspirations parfois qui vont être un peu le YouTube game, tu vois. Tu vois des gens, etc., les gros YouTubeurs. Mais en fait, c'est pas forcément moi. Bah oui. Et il y a d'autres choses aussi, c'est... je suis pas prêt tout de suite à faire à crier, à faire tu vois, ça vient petit à petit. Il y a des choses, tu vois, qui viennent et tu grattes. Et en fait, j'étais peut-être il y a quelques années un Kylian très entrepreneur, marketeur, et là je me sens de plus en plus créateur. Et c'est un chemin, quoi. On gratte et petit à petit, je commence à faire des plans qui accélèrent parce que ça, je l'aurais pas fait avant, quoi. Et donc il y a ce truc-là, je pense. Moi, je trouve ça chouette de voir l'évolution justement en fonction des parcours de vie de chacun et de comment par rapport à un sujet qui peut par exemple être compliqué à une période, et puis après tu as envie de le traiter mais tu sais pas trop comment, et puis finalement tu testes un truc et puis en fait ça marche pas du tout, et où tu te rends compte que ça plaît mais en fait c'est pas du tout toi, t'es pas à l'aise, et petit à petit tu cherches et tu tâtonnes et tu finis par trouver le ton avec lequel tu veux faire ton podcast et là ou autre projet. Et non, ça je trouve ça vraiment chouette de voir ça, même de l'extérieur. Ouais, c'est clair. Je trouve qu'il y a ça me fait penser à un deuxième truc qui est vraiment important, c'est que parfois on a une énorme exigence, je trouve, quotidienne d'avancer. On a tous envie d'avancer très vite. On se projette parfois sur 3 mois, 6 mois et on se dit il faut que je sois très rapide, très productif, très intense, etc. Et en fait, je trouve que quand on regarde aussi vos 2 parcours, et même la plupart des créateurs qui réussissent, entre guillemets, même s'il y a des gros guillemets autour de ce que c'est réussir, c'est très propre à chacun, mais qui avancent assez loin sur leur route, en fait, on se rend compte qu'il y a un temps de... C'est comme un fruit qui mûrit tranquillement et que ça prend des années et des années. Je suis allé creuser beaucoup aussi vos parcours pour préparer le podcast, et je trouve que quand on vous regarde, Jérémy, ça fait 8 ans, 10 ans, tu es revenu à Paris quand? En 2012, 2014 2013. Ça fait 8 ans que tu es là à creuser petit à petit. Chloé, pareil, ça s'est fait petit à petit. La transition, elle a été douce. Par rapport à ton nom, tu as commencé à reprendre des cours à côté du boulot. Ça s'est fait petit à petit. Et je trouve que ça, on le dit pas assez, quoi. On a l'impression que c'est quitte ou double, marche ou crève, et on double tout, quoi. C'est ça. Après, ça n'empêche pas d'être toujours exigeant et de toujours se fixer. Je sais que là, j'ai des projets jusqu'à 2023. Mais ça, je trouve ça génial, par exemple. Ça marcherait peut-être pas, mais c'est pas grave. Et tu vois, quand tu dis j'ai des projets jusqu'à 2023, ça veut dire que tu as fait un chemin aussi de te dire maintenant je me projette sur une échelle de temps plus longue, je suis là sur le long terme et je suis pas en mode il faut que je sorte ce livre dans 1 mois, sinon ça va pas le faire, quoi. Ouais, j'avoue que moi je fonctionne vraiment beaucoup sur le long terme. Enfin, c'est toujours des projets où j'ai 1 ou 2 ans de recherche. D'entretien, vraiment je creuse et après je mets 6 mois à écrire, à faire les dessins, à sortir le truc, donc je fais pas un livre en 1 mois. Ouais, c'est clair. Jérémy, moi j'entendais que aussi tes premiers projets d'illustration, les tout débuts c'était vraiment il y en avait un qui aboutissait à un autre, qui évoluait, etc. Et en fait de fil en aiguille, tu avais l'impression de tirer un fil qui te permettait même ne serait-ce que de vivre chaque mois. Tu l'as vécu comment, ça s'est bien passé? Il y avait beaucoup de stress pour toi à ce moment-là? En fait, je m'étais donné aucune autre option. Donc, tu savais que tu n'allais pas arrêter? Ouais, en fait, j'ai déménagé à Paris pour 2 raisons, rejoindre ma chérie et me lancer en tant qu'illustrateur. Et j'ai toujours été, mais maintenant je vois un peu les limites de ce système, mais c'est une autre histoire, très self-made man. Et donc du coup, j'étais genre, je voulais
J'avais quitté un job de graphiste, j'étais graphiste pendant 3 ans, et l'illustration, pour moi, c'était obligatoire. Ça devait fonctionner. Et donc, en fait, j'ai creusé mon sillon, et en fait, moi, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait des études de graphisme, donc je suis aussi un peu autodidacte. Alors, les autodidactes puristes, genre, bah non, t'as quand même fait une école d'art, mais j'ai quand même beaucoup appris sur le tard, mais en même temps, t'es tellement heureux de faire ce que tu aimes, et même si les débuts sont chiches, ou même financièrement, ou même si c'est compliqué, tu t'en fous parce qu'en fait, tu te sens juste avancer. Et tu as cette patate du début et tout, et qui aujourd'hui, je crois que moi, je suis plus dans une période de... Je lève le pied un peu, je me laisse l'occasion de vivre. J'ai toujours, comment dire, j'ai toujours eu ce souci d'efficacité, presque de... Genre produire. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mon parcours, qu'en réalité, quand tu forces les choses, c'est pas il y a quelque chose qui sort, hein. Il y a des fruits, mais c'est pas forcément les fruits que tu veux. Et parfois, tu te retrouves avec des fruits que tu avais cherchés, mais que tu avais cherchés il y a X années et qui ne correspondent plus avec qui tu es aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, de le prendre un petit peu plus slow, et je pense que l'actualité qu'on vit nous force. Et je pense que si le fait d'être devenu papa te force à être encore plus ancré dans le présent. J'ai jamais été aussi, c'est un peu wou-wou, tout ce que vous voulez, mais genre d'être vraiment ancré dans le moment présent. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui a cette tendance à être dans la fuite en avant, au contraire. Et aujourd'hui, je suis juste genre... on verra ce qui verra. Et en réalité, j'ai presque jamais été aussi heureux. Et en même temps, je me suis presque jamais senti aussi fragile. C'est vraiment particulier. Qu'est-ce qui te rend fragile, t'as l'impression? Parce que je vois la réalité, mes failles, mon bullshit, ou les choses que je m'étais convaincu. Et que quelque part, quand tu y es, ou quand tu coches les cases que tu voulais, ou simplement que... Moi, par exemple, je sais, je le confesse, c'est juste, parfois, j'ai cette impression que je vois une étincelle à quelque chose, et puis je le grossis, tu sais, pour pouvoir le vendre, etc., et pour pouvoir avancer, ou je sais pas quoi. Mais quand je tire ce fil, je remonte à des trucs de l'enfance, plein de trucs, et j'ai juste envie d'être dans une sorte de justesse, et si cette justesse, elle est plus fragile, plus simple, moins boom, waouh, c'est ok, tu vois. Et tout comme par exemple... je vous le dis en exclusivité, mais par exemple sur la saison 3 de Sens Créatif, je ferai normalement plus de monologues en fait, parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus dans c'est ce qu'on partage aussi avec Chloé, c'est la recherche, c'est explorer, et moi j'aime passer l'info, être un peu un journaliste, plutôt que... c'est comme si... voilà. Bon, non mais tu te sens à ta place quoi. Je me sens plus à ma place en tant que passeur d'infos, intervieweur, prendre ce recul-là. Oui, alors qu'en réalité, les monologues étaient très populaires. Hein. Ouais, moi j'ai adoré ces monologues. Ouais. Il y en a un qui m'a vraiment redonné la patate, il s'appelle La Patate, je crois. Retrouver la patate. C'est ça, Ouais. il m'a vraiment redonné la patate. Mais en réalité... mais fine, tu vois. Peut-être que tu y reviendras un jour quand tu te sentiras ok, ça me manque. Ouais. Et à la limite, le fait d'être profondément d'accord avec toi-même sur ça, le résultat des interviews ne sera que meilleur, quoi. Tu seras là où tu dois être. C'est une question de s'autoriser, tu vois, et d'arrêter d'être une caricature de soi-même aussi. Je crois qu'on peut vite tomber dans la caricature, et je pense que c'est quelque chose qui t'a aussi... tu disais qu'on t'appelait toujours, on t'interviewait toujours pour les mêmes thématiques, et à un moment donné, tu m'avais juste marre. Autre chose aujourd'hui. Tu vois. Ça me fait plaisir. Non mais c'est vrai, hein. Ouais, on en a beaucoup discuté dans le podcast, l'étiquette en fait qu'on te met, et derrière t'essayes de prendre un chemin à côté, et en fait on te ramène tout le temps. Ben oui. Ouais. Mais je pense que les gens en ont peut-être besoin pour essayer de se rassurer ou de se dire ok, dans quelle case je mets cette personne. Mais en fait, quand on regarde vos deux profils aussi, on voit que il y a peut-être un démarrage les premières années où il faut se créer cette étiquette pour être repéré comme tel. Ouais. Mais petit à petit, tu vas en mettre une deuxième, une troisième, une quatrième. Puis parfois, il va y avoir une autre étiquette qui va ressortir qui est Chloé la créatrice, ou Chloé... et tu vois, l'ensemble des étiquettes te fait sortir un petit peu de juste l'étiquette unique qui était celle du départ, qui était illustration, par exemple. Ouais. Je pense qu'on est tellement plus que
gros guillemets, le produit qu'on vend. Et c'est terrible parce que j'ai l'impression qu'aussi à l'ère d'Instagram, etc., on veut tous se transformer en sorte de produit, tu sais, et en sorte de marque. Et c'est chaud, je trouve, quand même. Moi, je suis plus, enfin, en toute humilité, je suis plus qu'une marque, je suis plus que des illustrations. Je suis un être humain, bordel. Enfin, tu vois. Et il est bon sur les cris comme ça. J'aimerais bien faire ça aussi. Salut Chloé, ça va? C'est pour la saison prochaine, tu vois. C'est clair. Tu vois, je gratte. Voilà, tu prends, tu pioches, hop, tu le laisses dans ton sac à dos, et puis dans quelques temps, ça repopera différemment. Vous avez tous les deux un truc aussi qui vous caractérise pas mal, c'est que vous êtes partis d'un noyau dur. Je parle peut-être en termes de comment vous gagnez votre vie, comment vous êtes, comment vous pouvez continuer à faire votre métier ou vos métiers chaque mois. Vous êtes partis d'un noyau dur, avec peut-être un angle, une fois que vous avez quitté votre ancien emploi, garantie, CDI, etc. Vous avez commencé avec un noyau dur et petit à petit, vous êtes venu plugger d'autres choses qui viennent un peu diversifier ça. C'est vrai. Et ça s'est fait assez naturellement. Comment ça s'est... Eh ben, moi, c'était pas prévu. Hein. Ouais. Du coup, c'est plutôt cool, mais je savais pas du tout comment j'allais vivre de ma reconversion. Où, je faisais des cartes de papeterie au début. Je sais pas si en fouinant dans... avec des chats. Ça, oui, avec des chats jaunes. Et ça marchait pas du tout. Et en fait, c'est quand j'ai lancé le livre où là, j'ai commencé à avoir un revenu régulier avec les ventes du livre. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est vraiment régulier, donc je vais pouvoir m'appuyer là-dessus et prendre le temps de développer d'autres projets. Et au final, tu vois, ça fait 3 ans et j'ai toujours un revenu fixe avec les ventes du livre chaque mois qui me permet de travailler sur le suivant, sur des projets à côté. Et au début, ton premier gros noyau, un peu de revenu, c'était le livre ? Ça a été le premier truc qui est venu. Ben, en fait, c'est ça qui a fait que je me suis reconvertie, parce que j'avais commencé ma reconversion avant, mais j'étais en période de convalescence. Donc, c'était un peu, je m'occupe, mais bon, bah, si ça marche pas, tant pis, je reprendrai mon travail salarié après, une fois que je serai guérie et tout. Et en fait, pile à ce moment-là, au moment où j'arrivais toujours pas à avoir un revenu, parce que je prenais des petits contrats à droite à gauche, j'essayais de vendre mes cartes avec des petits chats, sauf que je les faisais tout à la main. Alors, ça me prenait un temps fou et les gens payaient 4 €, tu vois. Je suis allé voir le compte Instagram et la boutique en ligne de la Elle existe encore. C'est génial, oui, tout à fait. Donc ouais, je m'étais dit vraiment, bon bah j'y arrive pas en fait, donc une fois que je serai plus en forme, je retournerai faire de l'analyse économique, financière et tout. Et en fait, pile à ce moment-là, j'ai sorti le livre et là j'ai vraiment vu une porte où il y avait tellement de gens intéressés. Ça a marché tout de suite ? Ouais, j'ai fait un financement participatif et qui a très bien marché. Du coup, j'en ai imprimé davantage et je l'ai mis en ligne après. Et puis, en fait, depuis, j'ai pas un seul jour sans vente. Ça, c'est un des trucs. C'est incroyable. Hein. Une des premières fois où j'ai découvert Chloé, c'est un des trucs qui m'a vraiment impressionné. C'est que je me suis dit, je crois que c'était la première fois qu'on s'est eu au téléphone, tu m'as dit, non, je gagne ma vie avec la vente de mes livres. Ouais. Il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter derrière. Hein. Ah ouais, mais en indépendant, enfin en auto-édition, c'est quand même assez rare. Ouais. Et je trouve ça vraiment fort. Quand tu as sorti le livre, est-ce que le blog avait déjà une certaine audience, a commencé à grandir ? Oui, en fait, j'ai sorti le livre parce que j'avais fait le blog et que j'écrivais de façon anonyme, ensuite plus anonyme. J'écrivais dessus et ça faisait quand même beaucoup d'articles. Et les lecteurs du blog, en fait, m'ont encouragée à sortir un livre. J'aurais pas fait s'ils m'avaient pas soumis l'idée. J'aurais pas osé. C'est génial, tu vois. C'est encore je trouve un bel exemple de on essaie un truc, il y a un peu d'intérêt, une sorte de communauté qui commence à se créer. Et derrière, qu'est-ce que je peux leur proposer ? Un livre, ça marche bien, ça continue. Et aujourd'hui, si tu devais regarder un petit peu l'entièreté de ce qui te permet de vivre aussi, donc il y a le livre, il y a certains... Purement financièrement ? Ouais. Il y a le livre. Principalement le livre. Il y a 80% c'est le livre et 20% c'est des contrats sur des sujets, parce que du coup je travaille très peu au contrat, mais je prends vraiment quand c'est des sujets sur lesquels je travaille à côté. Tu vois, là j'ai une bande dessinée sur la sclérose en plaques, des choses vraiment sur de la sensibilisation de façon positive et sans stigmatiser. Et donc ça m'intéresse, donc c'est vrai que j'en fais un peu. Mais quand il y a vraiment un sujet qui tombe pile dans ce que je fais, quoi. Sinon, si c'est juste un contrat, tiens, on a besoin d'une minute pour tel truc, en général, je prends pas. Je trouve que quand tu commences à avoir ce noyau dur qui se construit et qui est serein, tu as une forme de facilité à te dire, ok, je me concentre de plus en plus vers ce qui compte vraiment pour moi. Et je vais accepter les contrats qui me parlent le plus, ou je vais faire des projets qui me parlent le plus, mais je vais toujours aller vers cette boussole de je me respecte parce que je fais ce qui m'intéresse le plus, quoi. Ouais. Et je trouve que toi, c'est ton cas aussi, peut-être. Oui. J'ai l'impression dans ton parcours qu'il
il y a eu pas mal de contrats et plus le temps avance, il y a eu un moment où tu t'es dit, ok, ça tourne bien, je m'autorise aussi à aller creuser d'autres choses comme le podcast. Comme le podcast, ouais. Et ça s'est fait petit à petit, quoi. Ouais. J'aimais bien cette citation d'un ami qui disait reste toujours romantique sur tes objectifs, mais ne sois pas romantique sur la manière d'y arriver. Et c'est important de garder sa boussole comme ça, de où tu veux aller. Et en réalité, la réalité est toujours beaucoup plus lente, beaucoup plus compliquée, beaucoup moins... c'est le fantasme qui nous donne le fait de tomber amoureux de quelque chose qui nous donne l'étincelle de vouloir y aller, et puis après on apprend sur le tas, et puis de se laisser surprendre sur le parcours, parce que tu as peut-être quelque chose en tête, mais après au fur et à mesure du chemin tu découvres des nouvelles choses et tu te rends compte que ta quête initiale c'est peut-être une autre. Et ouais, pour moi c'est une histoire de... Je pense qu'avant de rentrer dans la jungle tu ne te connais pas, parce que tu as fait ta formation d'explorateur, tu as tous tes outils, tu as ton chapeau, tu as t'es Indiana Jones, etc. Et puis, c'est qu'une fois que tu es dans la jungle et que ça peut être une jungle bienveillante. Moi, je ne vois pas les choses en mode genre le monde est là pour te bouffer, mais c'est juste que la réalité, elle n'est pas simple. Et c'est face à des difficultés où tu te dis, ok, alors, comment je réagis? Et puis de s'observer, et puis de voir, quand j'appuie sur tel bouton, qu'est-ce qui est en accord avec moi, qu'est-ce qui fonctionne mais qui n'est pas en accord avec moi, qu'est-ce qu'on attend de moi mais qui n'est pas moi. Et à un moment donné, à force d'expérimenter, il y a un moment donné où tu te rends compte que là, tu es en accord avec toi-même et ça fait écho chez une certaine audience. Et quand tu répètes l'expérience et que tu te rends compte, punaise, c'est super parce qu'il y a une vraie connexion, parce que ça c'est vraiment moi, ou ça se rapproche de mon moi, et on en redemande. Ça, c'est le sweet spot, comme dirait mon ami Andy Pizza, ou le ikigai, ou tout ce genre de concept. Et du coup, de creuser son sillon là où il y a un écho, ça, c'est fort, quoi. C'est souvent le projet qui ressort, en fait. Tu vois, on parlait de la marque de papeterie avec les chats. C'est celle que j'avais lancée et où je me disais, bon, bah ça va être ma source de revenus, en fait. Ça va être mon projet professionnel. Et à côté, je tenais le blog vraiment purement pour le plaisir. Et en fait, j'ai mis, du coup, ma passion dans les deux, mais elle était quand même un petit peu plus vers le blog. Et finalement, c'est le blog qui a fonctionné. Et quand j'ai dû me résoudre à accepter que la papeterie, ça marchait pas, en fait, il fallait vraiment vendre en volume. Et c'était que du commerce. Et en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais du coup, le projet passion, en fait, a pris le dessus parce que je n'y avais jamais réfléchi en termes de rentabilité. Est-ce que ça plaît aux personnes en face? Et ça, c'est une histoire très commune. Le Le side group qui est une récréation qui devient plus intéressant parce que c'est une récréation. C'est authentique, c'est parce que tu n'y as pas trop réfléchi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est tous les trois des très bons exemples de ça. Ouais. Bon, j'ai conscience que j'ai répondu à ta question de manière abstraite. À chaque fois, je me dis, je pense qu'il m'a envoyé une perche pour que je parle de manière concrète, et puis après, je pars toujours dans des métaphores et des trucs et tout. Tu vois, Jérémy, moi, je vois cette saison d'inspiration créative comme une ruée progressive vers du concret, vers l'abstrait. Donc là, on est à la moitié de cet épisode, on commence à aller de plus en plus dans l'après, c'est bien aussi. Mais moi, je sais, juste pour faire ma boucle là, que c'est en acceptant que j'ai ce côté un petit peu bavard, justement, et que j'aime aller chercher l'info, que j'aime la sociologie, je suis fasciné par les gens, par la culture, par tout ce qui fait qui on est, en fait, et de me l'autoriser à travers le podcast, sachant que j'écoutais des podcasts depuis des années, depuis 6-7 ans et tout. Et comme dit, en fait, j'aime énormément l'illustration. L'illustration, ça m'a permis de m'émanciper personnellement. C'est aujourd'hui comme ça que je le vois, c'est que l'illustration a été un chemin d'émancipation personnelle. Et que, mais très loin de, je veux dire, émancipation personnelle par rapport à mes codes à moi. Je veux dire, d'autres personnes qui sont dans le game et tout, qui sont beaucoup plus loin ou quoi que ce soit, mais en fait c'est cool pour eux, mais moi je suis juste genre j'ai une certaine satisfaction, et puis c'est de se laisser. Je me suis rendu compte que le podcast, il y avait vraiment, c'était le side project, mais ça m'éclate. Mais en même temps, je pense que c'est parce qu'il y a une certaine fraîcheur, une certaine nouveauté. On parlait tout à l'heure de quand j'ai débuté l'illustration en 2013, il y a ce côté, tu as envie de bouffer le monde, et je pense que c'est important de garder cette énergie
bouffer le monde. Et puis quand au fur et à mesure du temps, tu assois peut-être, comment dire, tu as une certaine, comment dire, tu as récolté tes patates et tu sais comment un petit peu ça fonctionne. Bah de rajouter des ingrédients qui viennent rajouter de la fraîcheur parce que c'est normal qu'au bout d'un certain temps, ton affaire elle tourne, etc. Et peut-être que tu manques un peu de cette magie. Du coup, d'aller voir, je pense que souvent on commence en superficialité et puis après, quand ça fonctionne, au fur et à mesure, tu creuses. Et tu as l'impression que c'est de moins en moins bankable ou je sais pas quoi, mais en fait, c'est peut-être beaucoup plus à l'approche proche de toi. Et souvent d'ailleurs, ce truc-là, de quand tu touches ça, il y a un chemin, c'est comme si tu touches ça au fond de toi, tu t'autorises à le faire, et plus ça avance, plus ça va devenir bankable aussi, parce que tu t'éclates et que les gens le voient, et qu'il y a des gens à qui ça parle aussi, quoi. C'est sûr. Et ça me permet de faire le lien avec une question que je voulais vous poser. Allez, hop. Un peu concrète encore, mais tu vois, on y arrive sur l'abstrait, qui est, il y a certaines parties de vos activités où on sent qu'il y a quand même un truc qui marche, tu vois. Tu parles du livre, sens créatif, même l'illustration. Est-ce que vous avez l'impression que c'est lié à quelque chose ? Est-ce qu'il y a derrière des traits, des caractéristiques qui font que ces choses-là marchent plus que d'autres ? Qui, par exemple, il y a des tas de gens qui cherchent à se faire auto-éditer, d'autres ça marche moins. Comment vous essayeriez d'expliquer ça ? Vas-y à fond. Ouais. Vas-y à fond. Ne retiens rien, vas-y à fond. Tu sais, moi, par exemple, le podcast, je fais une illustration pour chaque épisode. Et de temps en temps, il est même animé par mon super pote Emmanuel Bossan. Les gens me demandent, oh, dis donc, tu fais une illustration pour chaque épisode, ça va prendre du temps. Mais ouais, mais j'adore ça. J'aime en fait, créer un packaging total de ce que tu crées. Par exemple, à la fin de chaque épisode, un épisode sur 2 ou sur 3, il y a toujours un petit machin rigolo que je rajoute, une petite musique, une petite référence, un petit quelque chose. Et oui, par exemple, moi, je fais une intro, une outro en avant je ne fais pas en one cut, etc. Il y a des petits jingles, et puis parfois, je mets des petites musiques, des petits trucs thématiques, et j'essaie de surprendre aussi les auditeurs, c'est-à-dire tu veux manger ça, ok, très bien, mais je vais me suivre, mais je sais ce que tu attends, et hop, je vais t'emmener quelque part. En fait, c'est juste genre, allez-y, à fond, parce qu'en fait, en réalité, pour pouvoir, pour non seulement s'amuser soi, mais aussi être entendu, personne n'a envie d'un plat, quelque chose de genre, Medium. c'est bon, C'est medium. c'est bon. C'est standard. Ça va. Voilà. Personne n'aime le standard. Personne ne parle d'un restaurant où genre, ouais, c'était cool. Genre, c'est juste genre, quand tu vas dans une ville que tu connais pas, tu demandes quelle est la meilleure pizzeria de la ville. Tu dis pas quelle est la 3e meilleure. C'est genre, c'est le meilleur. Et c'est même pas une histoire d'ego trip ou de genre, je vais écraser la concurrence ou je sais pas quoi. C'est juste, tu le fais pour toi, amuse-toi à fond. Je veux dire, souvent les side jobs d'ailleurs, les side projects et compagnie, c'est où tu t'amuses et c'est là où les gens le sentent. Ouais, mais surtout, ça, je veux dire, ouais. Je renvoie la balle. Non, ouais, c'est bien. Non, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'écoute tout le temps du coup son podcast et je pense qu'il marche parce qu'il y a l'enthousiasme. Et vraiment, j'écoute plein de podcasts. Il y en a qui sont très bien, hein, mais celui-là, ouais, c'est vraiment hyper enthousiaste. Dès que tu l'as dans tes oreilles, je pense que tu l'as écouté aussi, mais tout de suite, t'as la patate. T'as la pêche, ouais, c'est clair. Merci, Chloé. Non, c'est vrai, c'est chouette. Donc, je pense que c'est ce qui plaît aux gens aussi. Ouais. Mais parfois, tu vois, comment dire, la difficulté, c'est quand, par exemple, tu vois, cette histoire de patate, d'enthousiasme, mais de temps en temps, je ne l'ai pas. Bah ouais. Tu vois et donc, du coup, où est cette justesse ? Je sais qu'on attend de moi, genre, salut tout le monde, comment ça va ? Aujourd'hui, on va tout défoncer. Je suis pareil que toi. Et tu vois, par contre, moi, c'est un vrai sujet. Il y a des moments où, je suis globalement hyper enthousiaste, hyper positif, et j'ai toujours le feu. Il y a des moments où je le suis pas. Et en fait, je suis de plus en plus aujourd'hui dans une acceptation de ça. Ouais. Et en mode, je sais que les gens sont aussi touchés par, voilà, aujourd'hui... hier, j'ai fait une story où je disais je suis stressé pour demain. Voilà, là j'ai commencé l'épisode, j'étais un peu stressé. Ouais. Mais en fait, c'est aussi ça, le côté humain et naturel, et ça fait partie du jeu, quoi. Et je pense que les gens acceptent aussi ça. Et ils vont se dire ok, Jérémy, il est 80% du temps hyper enthousiaste, il est 20% du temps un peu down, mais par contre, il est 100% du temps sincère, tu vois. Et en fait, derrière ça. C'est-à-dire que si tu montres que quand tu es enthousiaste, parce que tu dis c'est ce qu'ils recherchent. En fait, on va vite penser que t'es pas vraiment un être humain, tu vois. Bah oui, c'est ça. Et si tu montres que les moments où t'es complètement down, ça va vite nous déprimer, on va partir. Mais quand tu restes sincère avec toi-même, je trouve ça... Je suis d'accord. Il y a la sincérité, et il y a un deuxième truc, j'ai l'impression, que vous partagez tous les deux, c'est que vous avez à cœur de créer pour aider certaines personnes. C'est pas juste je me fais kiffer, parce que il y a des tas de gens qui font de l'élu, qui se font kiffer,
et qui... c'est top, mais je trouve qu'il y a un moment, un switch qui se passe quand tu te dis, je le fais, mais je le fais aussi pour aider des gens. Et quand je vois ton blog, quand je vois tes illus, quand je vois les petites séries que tu fais animer, par exemple sur la sexualité en ce moment et les maladies, il y a un truc derrière qui a une vocation aussi de transmettre, d'aider, d'apporter quelque chose, et ça, les gens le sentent aussi, quoi. Et pour moi, ça fait partie d'un tout qui permet de faire que ça fasse écho aussi dans l'oreille des gens, quoi. J'ai une question pour Chloé, du coup. Ouais. Par exemple, ces petites bandes dessinées sur la sexualité, tu le fais d'abord pour les autres ou tu le fais parce que toi, tu avais besoin de le sortir? Non, d'abord, alors, à chaque fois, c'est un sujet où je me suis dit, vas-y, c'est pas juste. Tu vois, ça part d'une profonde injustice. De toi? Ouais. De moi ou de quelqu'un de mon entourage, en fait, ou même juste en témoin. Je suis assez sensible aux gens en face, ce qu'ils ressentent. Et donc, vraiment, quand je vois une situation d'injustice, je me dis, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Ouais. Et en fait, je sais rien faire d'autre que faire des petites bandes dessinées. C'est pas vrai, elle sait faire plein de choses. Du coup, ça mûrit, en fait. Je me dis, comment je vais en parler, comment j'ai envie de le sortir. Et souvent, ça prend des années avant que je trouve vraiment l'angle avec lequel j'ai envie d'attaquer ce sujet-là. Et du coup, c'est vraiment, pour les autres, ça part d'un truc personnel et ensuite, je le fais pour les autres, ouais. Parce que tout me concerne pas. Mais j'arrive quand même à me mettre à la place des gens. Visiblement, parce que c'est les retours que j'ai en fait à Bien chaque sûr. fois. On sent beaucoup d'empathie dans ce que tu fais. Mais on a l'impression que tu vis absolument tout ce que tu décris, ça doit faire beaucoup. Alors je vis pas tout ce que je décris, mais ouais. Moi, c'est drôle parce que je pense que pour beaucoup de choses, dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends, même dans mes futurs projets, à la base, le message initial qui n'est pas verbalisé, c'est « suis-je tout seul ?» Tu sais, c'est genre, est-ce que... C'est ce truc d'empathie, moi aussi, tu sais. Et c'est en ça que moi, je crois que souvent, je me suis perdu au profit des autres. Genre, ce qu'on attendait de moi, dans mon histoire, dans plein de trucs, machin. C'est genre, faire les choses pour les autres. Et c'est en ça... extérieure un peu. Ouais, c'est ça. Et en fait, je suis dans une saison en ce moment tu me parles d'injonction extérieure, d'écoute, de genre... Qu'est-ce que moi, tu vois? Et en fait, au plus j'opère ce processus-là, au plus, en fait, il y a une justesse. Et le truc, c'est que quand tu trouves cette justesse, c'est d'avoir le courage de le partager aux autres. Mais pas de péter plus haut que son cul. Juste, pas plus, pas moins, mais juste de partager là où tu en es. Et c'est en ça que, pour moi, donc, je dirais que je suis parti d'un endroit de beaucoup d'injonctions extérieures vers une connexion à moi-même. Donc, on pourrait dire que ça commence par moi. Et en réalité, même sur le podcast, tu vois, les gens parfois régulièrement me disent « Ah, tu pourrais interviewer telle ou telle personne ». Et je vois totalement pourquoi est-ce qu'on me dit oui, c'est cohérent, et même en termes d'audience ou de public, etc. Je suis genre, ouais, mais en fait, ma quête me mène ailleurs. Et je serais pas dans cette sincérité, je serais pas dans cette dans cette sincérité, si c'était que pour les autres, quoi. Ouais, parfois c'est un peu galvaudé ce terme, mais c'est parce que c'est quelque chose de viscéral, tu vois. Et donc du coup, je suis genre à ces personnes, je dis mais faites votre propre média. Genre j'ai jamais eu la prétention d'avoir le monopole. Allez-y. Et simplement, c'est à un moment donné, c'est suivre là où ta quête te mène. Ça, j'ai fait, c'est bon, je l'ai répété, je l'ai re-répété, j'ai fouillé le truc, etc. Il est très probable que je ne l'ai pas fait sous tous les angles, parce que c'est impossible. Mais à un moment donné, c'est juste, tu vas là où la vie te mène. Ouais. C'est marrant parce que moi, je ne me pose pas du tout la question suis-je toute seule? C'est que moi, la base, c'est que je sais que je ne suis pas toute seule, en fait. Génial. Je sais que je ne suis pas toute seule à vivre telle ou telle chose. Et je sais que j'en ai vu d'autres autour, justement, qui ont l'impression d'être tout seuls, comme lui. Et du coup, je vais faire des bandes dessinées, des livres, des articles de blog pour leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Mais c'est ça qui m'a touché chez toi. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis. C'est ça qui m'a touché. Ouais. Ça veut dire que voilà, il y a un truc aussi. Il y a une résonance, c'est sûr. Exactement. Et c'est cette résonance qui a fait que j'ai approché Chloé et que je lui ai dit tiens, d'abord on a appris un peu à se connaître et puis après je l'ai invité sur mon podcast parce que j'étais genre ça me fait tellement du bien de savoir que je ne suis pas seul et ensuite de partager cette connexion et puis ensuite d'envoyer un autre message à d'autres qui... Et du coup ça crée de la connexion. Enfin moi c'est la connexion, c'est pas compliqué. Hein, je suis d'accord.
Bon, bah génial. Sur ces bons mots, les amis, je vous propose une petite pause ludique. On va faire des Lego. Ça vous dit ? Trop bien. Les amis, je suis très content parce que vous avez devant vous une magnifique pile de Lego. Et Chloé m'a dit juste avant qu'on démarre en off que ça lui rappelait la garderie quand on était enfant. Et c'est exactement ce que j'avais envie de faire quand j'ai imaginé cette pause ludique en Lego. Donc je suis très content. On va essayer de porter un regard créatif sur le monde en revenant à l'enfance. Et la question que je voudrais vous poser, c'est... Je vais vous demander de l'expliquer en Lego, de la raconter en Lego. C'est qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous créez ? On le savait. Question assez intime, mais essayez d'imager avec des Lego les choses les plus effrayantes, qui vous apportent le plus de stress, qui vous mettent le plus de pression quand vous êtes face à la création. Ok. Vas-y, lance-toi. Hein, Elle met la pression directe. Ok, j'avais moi, ça y est, déjà j'ai fait un trouvé. petit bonhomme avec des yeux. Ouais. Du coup, je vais juste lui rajouter un corps. Attends. On va nous remarquer que la bouche qui me fait peur. Alors, c'est un très beau kit de Lego multicolore. Et en même temps, je laisse un peu de calme parce que je trouve que c'est aussi un moment assez intérieur. Ouais. Et j'essaye de vous encourager, j'aimerais bien vous encourager à être le maximum sincère parce que je trouve qu'on a... Les peurs, c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à dissimuler un maximum parce que, par définition, c'est une vraie peur. Tu comprends ce que c'est, ça? Sorte de... Moi, ça me fait penser au bonhomme dans Pixar ou dans des... Ouais, c'est un bonhomme avec une grande bouche, tu vois. Ouais. Voilà. Si je l'explique, ça sera plus... Je pense que tu peux expliquer pendant que tu construis, non? Tu peux, ouais, Ouais, vas-y. c'est vrai. Mais, Commence à expliquer. Eh ben, c'est un tranquillement. bonhomme avec une grande bouche, écoute. Ouais. Ouais, non, j'ai très peur de la critique. T'as peur de la critique? Ah ouais. À chaque fois, je pense de plus en plus maintenant, tu sais, quand tu crées quelque chose, tu te dis tout de suite, tu sais que tu vas le partager et tu te dis tout de suite qu'est-ce qu'on pourrait me reprocher, surtout dans la société actuelle où il y a plein de trucs quand même que tu peux plus trop dire. Ouais. Tu dois T'as prendre des pincettes T'as eu des critiques pour oublier personne. qui t'ont violenté un peu, qui t'ont Ouais, fait j'en mal? ai souvent, comme c'est des sujets très psychologie, enfin c'est sur la psychologie, la sociologie, tout ça, donc c'est des sujets qui sont très intimes pour les gens et du coup j'ai souvent pas mal de critiques. Bon, ça va être ses yeux. Hein. Ouais. Et t'as l'impression d'aujourd'hui de mieux... tu vois, moi j'ai l'impression que plus j'avance sur le chemin, plus je suis assez indifférent à ça, alors qu'au début je sais que ça me faisait très mal. Entre guillemets, c'est un peu bizarre de dire ça, mais tu vois, on est super sensible à ça parce qu'on s'expose, c'est vulnérable de créer des choses. T'as l'impression de dealer mieux avec aujourd'hui? Maintenant, oui, j'arrive à les mettre de côté. Alors, j'y pense tout le temps, mais ça me bloque plus, tu vois. Je vais pas m'arrêter ou mettre mon projet à la poubelle parce que j'aurais reçu une critique ou j'aurais eu trop peur d'un truc. Ça marche pas, ça. Et ça va mieux. Mais après, il reste là, tu vois. J'ai hâte que tu finisses. Ça fait comme des petits fantômes. Ils font là, bouh, tu crées. Bouh. Non. Et si tu te replonges un peu dans le... Je pense qu'on a tous un peu une critique qui nous a le plus marqué, qui nous a plus chamboulé. Est-ce que tu arrives à te remémorer un moment où on t'a dit quelque chose et tu t'es dit waouh, ça c'est violent? Ouais, c'est la toute première fois où je partageais sur le sujet des hauts potentiels, du coup, et où en fait quelqu'un m'a dit, mais en fait tu t'empares du sujet parce que c'est à la mode et que ça va être un business lucratif et en gros tu vois, tu profites des sujets à la mode pour te faire des sous dessus. J'avoue, j'ai pas trop digéré ça. C'est horrible, hein, parce que c'est une projection où les gens interprètent nos propres pensées, nos propres intentions par rapport aux leurs. Et ils s'imaginent des choses alors que tu peux avoir une profonde sincérité. C'est ça, puis toi, t'as donné de ta personne pendant 1-2 ans et tout, tellement ça te passionne. Et le fait qu'il y ait juste une personne qui le comprenne pas, alors que tous les autres le comprennent, le voient, donc tu sais que ça va quand même, tu vois. Mais ouais, une personne qui comprend pas, elle a... Jérémy, qu'est-ce que tu nous fais de beau? J'ai vu que c'est hyper difficile parce que Chloé est à la fois dans l'explication et en même temps elle construit. Et je trouve que de faire les deux en même temps, c'est pas évident. Donc penchons-nous un peu sur toi. Tu es en train de nous faire une petite... Alors, moi, c'est une sorte de double peur. C'est créer quelque chose qui ne me ressemble pas. J'ai un besoin absolument viscéral
presque absolue de devoir me retrouver dans ce que je fais. Et en même temps, au plus le temps avance, au plus ce concept de pureté absolue me sort par les trous de nez. Et c'est pas humain, c'est pas viable, c'est pas vivable. Donc c'est d'accepter et ça aborde la deuxième peur, qui est la peur de pas savoir où je vais. Là, en fait, je crée à l'aveugle. Et en fait, on cherche toujours à définir, à comprendre, etc. Alors qu'en fait, le chemin, tu sais pas, essayer d'accepter cette part de mystère, mais en même temps, ne pas savoir où je vais. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne justement, ce que je disais en première partie de podcast, c'est de... je vis beaucoup plus dans le moment présent aujourd'hui, mais ça fait peur, parce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'aime savoir où je vais, en fait. Ça me donne une patate, par exemple, quand je prépare une saison de podcast, etc. Je prévois à l'avance toutes les personnes que j'ai envie de rencontrer, etc. Mais en même temps, je me permets d'être surpris, de changer d'avis, etc. Mais voilà, donc, en fait, c'est un apprentissage de ne pas tout contrôler. Comme dirait un ami à moi, je n'ai aucune idée de ce que je fais ni où je vais, mais je le fais bien. Et c'est ce qu'on disait avant aussi, c'est d'y aller à fond. Et en fait, tu vois, les enfants, quand mon fils il dit vas-y, on fait un château. Mon fils il a 2 ans et demi. Ben, en fait, en vrai, c'est pas un château. Techniquement, c'est pas un château. Ça ressemble pas à un château, mais pour lui, c'est un château en fait. Et en fait, ça. Ce qui compte, c'est un peu. C'est de créer, c'est de jouer, c'est de s'amuser en fait. Et en fait, c'est très dur de s'amuser, de jouer sans enjeu, mais de s'amuser en fait, parce qu'en fait, on tient les choses avec tellement de force entre les mains. En fait, c'est d'accepter d'ouvrir les mains. Et tu vois, par exemple, là, depuis que j'ai commencé, c'est fragile un peu. C'est fragile en fait. Ma construction s'est cassée la gueule à plusieurs reprises. Parce que, en fait, si je voulais faire un truc figuratif, très clair et tout, ben voilà, je sais où je vais et tout. En fait, de m'autoriser à plein de petits blocs. Simplement faire en gros guillemets, faire n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi parce que ça représente l'aventure, l'exploration, l'inconnu. On a l'impression d'une petite plateforme de laquelle plein de chemins s'en vont. Ouais. Et que toi, tu vas explorer chacun de ces petites briques une à une qui s'empilent et ça fait quelque chose à la fin de difforme mais en même temps unique, quoi. Mais tu vois, en fait, c'était ça la difficulté. J'ai mis quelques minutes avant de me lancer parce que je me disais, ma plus grande peur, c'est de créer quelque chose qui ne me ressemble pas. Donc, comment créer visuellement quelque chose qui me ressemble. En fait, c'est ça, c'est le bordel, en fait. Ouais. C'est le bordel. C'est juste accepter qu'en fait, tu sais pas, en fait. Tu penses que tu sais qui tu es, tu penses que tu sais où tu vas. En réalité, j'en ai aucune idée, tu vois. Ouais. Et donc, et une fois que tu acceptes ça, en fait, cette peur se dissipe, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que tu finis de raconter cette peur, et en fait, il y a quelque chose de... Je vois ton truc, et je me dis, en fait, ça fait du sens, tu vois. Ça fait du sens dans le désordre. C'est très bien. Ouais, c'est ça. En réalité, la création, c'est ça. C'est comme... C'est du chaos naît quelque chose, et en fait, c'est au fur et à mesure qu'on traite le chaos qu'en réalité, l'ordre, entre guillemets, la beauté émerge. Donc, on ne peut pas de nulle part faire quelque chose de... Ouais. Et toi, Chloé, tu vas nous montrer le résultat final. Moi, j'ai fini, là, je les place, tu vois. Moi, c'est tout ça, mon truc, en fait. C'est les critiques, les critiques qui viennent de toutes parts. C'est ça, c'est toi, t'es au milieu sur ton ordi. Ça, c'est mon ordi. Ça, c'est moi. Ouais, ça, c'est moi. Ça, c'est mon ordi. Je crée au milieu de ce bordel coloré, là. Ouais, d'une forme de chaos. Et tout ça, c'est les gens que tu connais pas forcément. Il y a des petites critiques bleues. Et qui font des critiques. Gna, 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 gna. Vous savez, quand on a commencé l'épisode tout à l'heure, on est tous un petit peu stressés au début, moi je me dérouille, etc. Et on parle beaucoup avec les yeux, il y a beaucoup de... Parfois on se rend pas compte, mais on juge aussi les réactions des autres, etc. Et on peut être un peu... ça peut... Enfin, l'apparence joue beaucoup. Et donc pour cette troisième partie, je voulais faire quelque chose que j'ai appelé « À cœur ouvert ». On va parler ensemble pendant 10 minutes, les yeux bandés. Ok. Je l'adore, il est trop mignon. Ok, c'est parti. Tu sais, on dirait qu'il est prêt à tout. Non, mais moi, je m'attendais à ce que tu me dises, genre, exprime-toi avec tes mains, avec ton corps, fais-nous une danse, une chorégraphie. Et là, c'est genre, les trucs, je continue de parler, les yeux. Ok, c'est bon. Les yeux bandés, ça va, en fait, facile. Donc, je vais préparer des petits bandeaux. Ouais. On a fait un peu de couture hier soir. Voilà. C'est toi qui es mignon, t'as vu ? Attends, t'as vu ça ? C'est trop mignon, là. C'est un joli tissu de Noël, avec des petits ours dessus. Et donc, je vous propose de mettre chacun nos bandeaux.
Et pendant une dizaine de minutes, on va essayer de parler en se concentrant juste sur nos voix. Et je pense que ça va être aussi un travail d'écoute mutuelle pour arriver à se dire, ok, qui est-ce qui se lance? Je vous vois plus là. Donc je sais pas si vous me dites quand vous êtes prêts. Ouais, moi je suis prête. Vous voulez qu'on Je se sais donne pas la main si un je petit peu suis toujours Non. bien devant le micro là, mais Ouais, ça va. Je pense que c'est très bien. C'est bon? ouais. Ça va au Trop niveau bien. de la position au micro? Ouais, c'est nickel. C'est nickel. Alors, on peut se prendre peut-être juste une inspiration un peu pour être... Je trouve ça un peu stressant et en même temps, c'est vachement intéressant de se dire, ok, on se concentre juste sur la voix des gens qui sont autour de nous. La première question que j'avais envie de vous poser tous les deux, et les yeux bandés, ça permet aussi de se remémorer des choses. Je voulais vous demander, quel est votre meilleur souvenir créatif? Le moment où vous avez été le ou la plus fier des créations que vous avez faites, ou un truc qui vous a marqué dans votre parcours créatif. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'était? Vu qu'on est vraiment, tu vois, on essaie de se connecter, Ouais. un de vous deux peut prendre la parole et puis se lancer, et puis on essaie de s'écouter. Alors moi, c'était étonnamment, ce qui me vient le premier à l'esprit, c'est le premier live et en public de Sens Créatif à la Slow Gallery, parce que j'ai retrouvé cette énergie et cette énergie humaine, presque des concerts un peu improvisés, où en fait on ne sait pas ce qui va se passer, mais on est tous là dans cette petite pièce et il va se passer quelque chose. Et je parlais dans la première partie du fait que ce signal que j'essaie d'envoyer, genre est-ce que je suis tout seul? Et là, on était 45 entassés, on était plusieurs autour de cette table pour discuter un peu comme aujourd'hui. Et moi, ça a été vraiment un moment genre, non, je ne suis pas seul. Et c'était beau, il y avait quelque chose qui se passait. Et tu vois, c'était au-delà ça a transcendé juste une image que je fais tout seul sur mon ordi, dans mon bureau. Moi, je sais que j'aime créer pour connecter. Et là, la connexion a été immédiate parce qu'il y avait si on peut appeler ça un public, et on faisait un ensemble. Il n'y avait pas les personnes sur la scène et les gens qui regardent. On était tous ensemble. Et pour moi, ça, c'est vraiment un moment très fort. Aussi ce côté explorateur où on cherche ensemble, en fait. Et ouais, il y a cette connexion. Donc ouais, étonnamment, c'est pas forcément une image. Je trouve ça super beau. Vous avez remarqué comme le ton de la voix aussi se calme. On est plus... C'est plus lent. Ouais, trop bien. Chloé, tu veux nous raconter un souvenir? Ouais, moi mon souvenir c'est c'est le jour où tout ce que j'avais dans ma tête est devenu concret, où j'ai pu vraiment réaliser tout ce que j'avais créé et imaginé. Et c'est le jour où j'ai vu arriver le camion avec 2 palettes de livres, que j'ai ouvert le premier carton, que j'ai pu toucher à la couverture du livre et sentir l'odeur du livre tout neuf. Voilà. C'est trop beau. On s'y projette. Moi, je suis en train d'imaginer dans ma tête Ouais. ce moment-là. C'est beau. Il y a un thème que j'avais envie d'aborder avec vous, qui, je pense, va beaucoup vous parler, qui est celui de la chance. Parce que je trouve qu'il y a des moments où on va avoir des gens autour de nous qui vont nous dire ah, mais vous avez de la chance. Vous avez de la chance de vivre ça. Et en fait, moi, je crois beaucoup que c'est pas une question de chance, mais il y a toujours une part de hasard et de chance, bien sûr. Mais on a aussi un truc qui est vraiment lié au travail, aux efforts répétés, à répondre présent. Et j'ai envie d'avoir cette discussion autour de la chance et qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous comptez dessus? Au contraire, vous essayez de la laisser un maximum et de faire vos trucs? Qu'est-ce que vous avez comme rapport un peu avec la chance tous les deux? Moi, j'ai pas du tout l'impression que c'est une question de chance tant que
j'arrive pas à concrétiser le projet. Une fois qu'il est concrétisé, je me dis que j'ai eu de la chance. Mais le reste du temps, c'est vraiment, j'y vais. Je compte pas sur la chance, donc je me dis que c'est beaucoup de travail et j'y vais, j'avance. Et en fait, une fois que j'ai réussi à aller où je voulais aller, j'ai l'impression que c'était effectivement une question de chance. Et t'as des gens qui te disent t'as de la chance de faire ce que tu fais? Ouais, et souvent, c'est les personnes qui, pendant les 2 années où tu fais tout ton processus de recherche, où il n'y a rien de concret pour eux, où en fait, on te soutient pas. Et une fois que ça fonctionne, effectivement, on te dit que tu avais de la chance, ouais. Et toi, Jérémy, c'est quoi ton rapport avec la chance? Je dirais que la chance, elle a un prix. Et que on peut se saisir de sa chance ou pas. Et c'est des trucs vieux comme le monde, c'est un peu cliché tous ces trucs-là, mais c'est juste d'être acteur de sa propre chance. Et je pense que quand tu es régulier, quand tu es dans un mix entre tu prends les choses au sérieux, mais tu es dans un vrai relâchement malgré tout, un vrai amusement, ben, la chance peut opérer, on appelle ça les synchronicités, on appelle ça différentes choses comme ça. Mais si tu... if you don't show up, comme on dit en anglais, il faut filer un coup de main à la chance, en fait. Et en même temps, se laisser surprendre par la chance ou l'imprévu, etc. Et quand tu dis, genre, oui, les gens parfois disent, oui, t'as de la chance. Mais en même temps, j'ai envie de dire, toute proportion gardée et à ma hauteur qui est très simple et humble en soi, mais c'est genre, mais je l'ai pas volé quelque part. J'ai travaillé j'ai cherché, j'ai pleuré, j'ai recommencé, je me suis viandé. Et en fait, je recommence, et puis j'ai été ému, et puis j'ai saisi ma chance quand j'avais des opportunités, et je les ai pas laissées passer, et j'ai fait mon trou parce que je me suis donné l'opportunité, je me suis donné les chances de le faire, en fait. Donc, c'est ce mix c'est une sorte de danse entre l'intentionnalité et le sans-enjeu. Il n'y a pas de dualité, en fait. C'est juste, c'est l'intentionnalité et la non-intentionnalité. C'est les deux. C'est pas juste l'un ou l'autre. Et souvent, les gens ne voient que le côté tu as de la chance, mais cette chance, elle n'est pas toujours évidente. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de faire tous les beaux projets? Il n'y a aucun beau projet qui n'est qu'un long fleuve tranquille fait de vert pâturage et de nourriture 3 étoiles. En fait, ça n'existe pas. Et est-ce qu'on est prêt à vivre ce chemin? Ouais. En fait, tu provoques les opportunités et t'en provoques pas mal. Et t'en saisis quelques-unes. Et il y en a qui ne fonctionnent pas du tout. Il y en a une qui fonctionne. Ouais. Et c'est celle-ci où généralement tu peux dire qu'il y a eu de la chance. En fait, elle a été provoquée. Je trouve qu'il y a un double effet aussi derrière la chance. C'est que parfois, il y a une sorte de coup de chance que tu as provoqué, comme on l'a dit, qui arrive. Et il y a aussi ensuite un deuxième effet qui est de se dire comment tu réagis par rapport à ça. Est-ce que tu savoures et tu te dis ah, c'est cool? Ou est-ce qu'au contraire tu te dis je peux construire dessus? Ou j'essaye d'en faire quelque chose d'encore plus grand en me disant ok, cette chance c'est une opportunité, derrière il y a matière à en faire quelque chose d'encore plus beau, quoi. Moi j'essaie de rien louper. Ouais. En fait je dis souvent que j'en loupe pas une. C'est-à-dire, tu sais, c'est comme un humoriste justement qui va t'emmener quelque part. Et puis après, voilà, le spectacle se passe. Et puis 50 minutes plus tard, boum, il te le ressort. Et moi, je sais que quand je vois du potentiel, quand il y a des choses qui me parlent, ou des personnes, des individus, où je me dis il y a quelque chose à faire, c'est jamais oublié. Il y a un moment donné où, pouf, tu peux réutiliser, réactiver quelque chose, soit chez toi, ou une opportunité. Mais c'est important aussi de voir les saisons, de ne pas les brusquer. Et ouais, voilà, saisir sa chance, c'est intentionnellement avoir les yeux ouverts, en fait. Avoir les yeux ouverts, ne rien louper, mais pas non plus brusquer et serrer trop fort. Parce que quand c'est l'hiver, c'est pas l'été. Et du coup, ça sert à rien d'essayer de prétendre, de te balader, à moins d'être Wim Hof, à moins de te balader en short. Non, c'est genre, habille-toi, sois chaud. Enfin, tu vois, bon, je me perds, mais c'est juste, voilà, Ouais. avoir les yeux ouverts. T'as dit un truc aussi que je trouve super important. Dans tout, t'as dit beaucoup de choses, Jérémy. Je sais. Mais non, mais je trouve ça bien. Il y a un truc qui me marque
qui résonne beaucoup pour moi. Tu as parlé aussi pour provoquer ta chance, de l'importance de la régularité. Et ça, c'est quelque chose dont on parle souvent, mais j'ai vraiment eu cette prise de conscience, je pense en 2020 encore plus que les autres années, de me dire, au début, tu vas lutter un peu tout seul contre le vent, tu as ton message, tu as tes choses, tu as tes idées, tu as des choses que tu as envie de réaliser, des projets, tu vois. Et en fait, tu vas être un peu le seul à y croire, ou en tout cas, ça va pas beaucoup, il va pas beaucoup y avoir d'engouement derrière. Et la régularité derrière, c'est l'outil qui te fait passer de tout seul à vraiment un petit groupe qui est derrière toi, qui croit en toi, qui t'encadre et qui va créer une sorte d'effet boule de neige pour tes projets, pour tes idées, pour ce que tu as envie de réaliser, quoi. Il y a des choses, tous les deux, sur lesquelles vous essayez d'être hyper réguliers pour progresser, pour vous améliorer, pour avancer? C'est une question? Oui, pardon, j'aurais dû mettre un peu plus d'intonation. C'est sûrement plus facile avec le visage, mais c'est une question. Vas-y, Chloé. Je réfléchis. Prends le temps. Ça dépend par période. Alors du coup, je suis régulière par période, donc c'est pas vraiment régulière. Mais j'ai des moments où je vais être régulière sur le dessin, la technique, pour essayer de faire des croquis de tout ce que je vois. Et à d'autres moments... En général, en fait, quand je fais ça, c'est parce que je suis dans une période où je fais beaucoup de recherches, donc beaucoup de lecture ou beaucoup d'écriture, et qu'en fait, je dessine absolument pas pendant 6 mois. Et à l'inverse, du coup, quand je suis dans les périodes où je fais beaucoup d'illustrations, je vais essayer d'être plus régulière sur le reste, sur la lecture, lire un livre par semaine. Ça dépend. C'est variable, mais j'ai toujours quand même un truc... Tu as la régularité qui est au service, toi, de ton progrès, et que quand tu as quelque chose dans la tête que tu veux réaliser, tu te dis, OK, pour que je peaufine ça, pour que j'améliore ça, il faut que je sois régulière. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, être régulière sur un autre sujet me permet de rester concentrée sur le premier. Je sais pas si ça fait sens. Ouais, complètement. Ouais. Moi, en fait, de nouveau, je suis en train de faire un petit peu le chemin inverse parce que je suis quelqu'un de base, de très discipliné, peut-être trop, qui étouffait justement un peu la spontanéité. Donc j'essaie d'être un petit peu plus dans quelque chose d'organique, où je m'écoute plus. Par contre, prenons le podcast, c'est un épisode toutes les 2 semaines et j'ai pas le choix. En même temps, ça m'amuse tellement, c'est quelque chose que j'aime profondément, donc c'est relativement pas trop difficile, même si je me mentirais si je dirais que parfois c'est pas des contraintes ou que parfois c'est un peu la course ou comment faire pour. Mais quand tu t'engages publiquement à faire quelque chose, il n'y a pas de secret, c'est ce qui te permet d'avancer. Et puis, en tant qu'illustrateur professionnel, quand il y a des deadlines, quand il y a des projets, tu t'es engagé, c'est ça être professionnel. En fait, être professionnel, c'est de venir à ton bureau, à ton lieu de travail, ou quel que soit le projet, que tu aies envie ou pas, tu viens, tu le fais, parce que c'est ça que d'être professionnel. Un amateur, c'est quelqu'un qui le fait que quand il le sent. Et moi, je suis illustrateur professionnel, et là, pas le choix, tu le fais. Et en réalité, quand on crée un cadre régulier, un cadre bien défini, on peut s'amuser vraiment, on trouve beaucoup d'endroits pour s'amuser parce qu'on sait quel est le cadre. Et voilà, souvent ça, la contrainte, la régularité, ça peut parfois être vu comme quelque chose qui peut étouffer la liberté, alors qu'au contraire, je crois que c'est un muscle qui permet de vraiment aller quelque part. Je suis complètement d'accord. Et par rapport à ce que tu disais d'être professionnel, pour moi, c'est un peu comme le chirurgien qui, le matin où sa femme lui dit écoute chérie, je vais divorcer, va quand même au bloc le jour J et il doit quand même sauver le cerveau du mec qui est sur le point de mourir, quoi. Donc il fait cette opération et c'est son métier, et même s'il n'est pas en forme, même si tout ne va pas, c'est pas le paradis ce jour-là, il va quand même y aller, il va quand même répondre présent, il va quand même faire, quoi. Et c'est son métier, quoi. C'est comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne clair. pendant 1 an pour de l'athlétisme, par exemple, qui court tous les jours, et puis quand il fait sa course, elle dure 1 minute 30, certes, tu t'es entraîné toute l'année, mais tu t'es entraîné toute l'année pour 7 minutes 30, qui est crucial pour toi. Ouais, c'est clair. Il y a un truc que je m'applique à faire de plus en plus, qui a été très dur, et je pense que on parlait tout à l'heure des injonctions. On parlait tout à l'heure des injonctions extérieures de la société, un peu. Et
il y a un truc qui a toujours été difficile pour moi, c'était d'assumer mes imperfections un peu dans mon travail et de montrer un peu le côté complètement à cœur ouvert et tu sais, un peu nos fragilités aussi. Et je sais que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi tous les deux, soit forcé, soit aussi intentionnel. Et j'avais envie de creuser ça aussi avec vous est-ce que vous avez conscience de certaines imperfections aujourd'hui sur lesquelles vous arrivez à mettre des mots et sur lesquels vous arrivez à assumer de plus en plus ça et presque à en faire une fierté au fur et à mesure dans vos créations? Ouais. Alors pour moi, c'est particulier parce que j'ai l'impression que mon activité s'est construite sur la fragilité, en fait, sur le fait que tu dises au début, bon bah voilà, moi je doute sur plein de trucs, notamment sur ça, sur ça, sur ça. Et en fait, j'ai l'impression que mes projets ont fonctionné parce que je partageais ce côté-là. Et que limite, les gens étaient plus attachés par l'envers du décor, où je pouvais parler de mes difficultés. Quand j'ai fait la première campagne du livre, j'ai pas du tout bien estimé les différents paramètres et du coup, sur plein d'aspects, je me retrouvais à pas pouvoir livrer ce que j'avais prévu, etc. Et en fait, en parlant vraiment tout le temps, ça permettait les gens voyaient que c'était un projet fait par un être humain et pas une entreprise. Et du coup, ça fonctionne. Je pense que ça fait partie de l'être humain. Et après, je continue maintenant. Je sais que, par exemple, tu vois, dans le contenu sur les réseaux sociaux, je ne m'impose pas du tout de régularité, ce que j'ai fait à une époque. Et là, je ne le fais plus du tout parce que maintenant, j'ai plus du tout honte de dire aux gens, écoutez, en ce moment, je suis sur plein d'autres trucs. Où je suis malade, je suis en vacances, peu importe. Enfin, j'ai pas de motivation, j'arrive pas à me concentrer sur ce sujet. Et du coup, je vais être absente quelques temps et puis c'est pas grave. C'est bien de pouvoir assumer ça. Je pense que ça t'enlève d'un poids aussi et tu te sens beaucoup plus serein dans ce que tu fais. Et quand tu le fais à fond. Oui, puis du coup, ça fait un contenu... parce qu'avant, j'avais tendance du coup à faire un contenu qui était bof... quand j'avais juste autre chose à penser, en fait. Et là, je sais que les gens savent que y a une petite période où ils n'auront rien, mais en fait, ils attendent le contenu d'après. Et puis, si je suis vraiment bien en forme, ils vont le voir, en fait, dans le contenu que je vais partager après. Ouais. Trop bien. Moi, je pense que j'assume de plus en plus ce côté explorateur, justement. Et... je rejette l'étiquette de sachant, que de temps en temps, peut-être malgré moi, j'ai pu donner l'impression, ou qu'on m'a peut-être collé, ou que les gens voient des choses, ou ont des aspirations, je ne sais pas quoi, même à des échelles très petites. Et en fait, ce côté fragile, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était enregistré ou en off, mais c'est trois mots, c'est « je ne sais pas ». Et venez les copains et les copines, on va chercher ensemble. Et c'est ce qui me donne le plus de vie, en fait. C'est de chercher, c'est d'apprendre, c'est d'explorer. Et en fait, c'est de reconnaître, au plus le temps avance, au moins j'ai des certitudes, au plus je les vois changer, au plus elles se métamorphosent. Et au moins je me sens menacé par ça. Je me sens beaucoup plus revigoré par le fait qu'il y a une multiplicité de possibilités, que tout change, tout se transforme. Je me sens plus en insécurité parce que je change, parce que mes convictions changent ou quoi que ce soit. Et donc, que ce soit l'illustration où j'ai appris sur le tas quand je suis arrivé à Paris, ou que ce soit le podcast qui clairement était, j'avais des questions, j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait, et puis la chose a évolué. J'ai toujours emmené avec moi ma petite audience en mode... Je vous emmène dans mes aventures. Ouais, c'est ça. Et si vous avez un élément de réponse, partagez-le. Et c'est ce que je pense, j'ai essayé de faire avec toute la communauté qui gravite autour du podcast, c'est qu'en fait, tout le monde peut apporter sa contribution. Et moi, tout ce que je veux, c'est potentiellement donner juste une impulsion. Et qu'en fait, d'autres puissent apporter, contribuer, amener leur impulsion à eux. Et je pense qu'on ne peut faire ça que quand on reconnaît qu'en réalité, on est plus faillible et plus limité et plus ignorant qu'on ne veuille le prétendre. Et c'est plus sincère, c'est plus humain, j'ai l'impression. Je suis d'accord. Et pour boucler un peu aussi sur
ce qu'on disait au début, et c'est pour moi de cette humanité que se dégage une certaine sincérité dans ce que tu fais. Et on parlait tout à l'heure de la sincérité et de son impact aussi sur la capacité à raisonner, tu vois, à se connecter aux gens qui nous suivent. Et je trouve que ça, c'est une clé essentielle. Génial. Les amis, comment vous vous sentez? On va enlever les bandeaux tout doucement, si vous voulez. Avant qu'on les enlève, qu'est-ce que vous avez pensé de ce... prête. Qu'est-ce que vous pensez de ce côté un peu les yeux bandés? Ça vous fait quoi? Vous êtes à l'aise? C'est un peu chelou. Moi, je sais que je hochais la tête tout seul dans le vide. Ah, Si, peut voir. Bon, génial. On peut Non, les enlever, c'est je pense, chouette. tout doucement. J'avoue qu'après après 3 heures, ça donne un peu envie de dormir, mais Génial, ça éblouit un peu. dîner. Oh non. Non, ça va. Très bien. Trop bien. On est un peu plus à l'aise comme ça. Ouais. Moi, je suis content de voir vos sourires un peu à nouveau. Ah oui. Ouais. J'avais pas un truc. Non, t'as plus de barbe, contrairement à tes jeunes années. Ouais, t'as vu. Il y a 2 questions que j'ai envie de vous poser pour la fin. La première, c'est est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui est au début du chemin, qui veut se lancer en tant que créateur et qui se pose des questions? Go. Oh là là, la Ça me met du question, cœur. quoi. Non, mais c'est vrai, c'est C'est la question. Vas-y, Ah, quoi. go. Avance, Oui, avance. bah oui. Oui, oui, c'était pas pour toi. Hein. Ouais, j'étais Tu genre, disais pas, vas-y, Jérémy. parle. Je sais pas. Non, mais ouais, vraiment. Ouais, just do it, quoi. Bah ouais. Ouais. Stop fucking Ouais. around and go for it. Tu vois, c'est genre, Ouais. c'est juste genre. N'attendez pas, c'est en faisant. We make the road by walking. Tu vois, c'est juste. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. Exactement, merci. Je te fais les traductions. Mais ouais, moi je suis un peu. Ouais, je fais des anglicismes à tout va. Ouais. Mais Non, ouais. mais ouais, c'est ça. Même conseil? Ouais. Ah, les 2. Ah ouais, faut C'est- avancer. et Commencer, écoutez, en fait. écoutez le truc qui est beau en vous Hmm. et suivez ce fil d'Ariane, suivez la vie en fait. Ouais. Pas la chose qu'on attend de vous, pas la chose qui serait potentiellement bonne ou là où ça va marcher. Non. Suis cette pulsion de vie Hmm. et forcément ça va te mener quelque part D'accord. d'intéressant. Ouais, J'appelle ça la petite flamme, moi, tu vois. Ouais, c'est ouais ça. c'est ça. Qui vacille un peu parfois, mais qui nous guide quand même dans les moments un peu sombres, Ouais. quoi. Mais il y en a qui sont bloqués parce qu'ils savent pas, ils ont peur que ce soit pas dans la bonne direction. Mais en fait, tu peux changer plein de fois, tu peux faire plein de trajectoires différentes et Mais c'est tout un travail mais de il faut que tu l'écouter, marches. hein, la petite flamme. il hein. faut que tu avances. Et oui, c'est en marchant que c'est sûr que tu prends le rythme. Et tout. Génial. Et la deuxième question qui n'en est pas une, je répète, j'ai toujours un petit cadeau à la fin pour mes invités. Et donc j'ai tous les deux pour vous un petit truc. Je vais commencer par Chloé. Jérémy m'a dit en off. C'est une cassette vidéo, c'est une VHS. Donc je C'est- connais pas ça, je suis trop jeune. Je rigole. Tiens, je vais te le donner en même temps, Mal Jérémy. dommage. Attends, Alors, Vas-y, faut que C'est pas j'arrive. évident de. À chaque fois, je choisis mes cadeaux et j'essaie de me mettre vraiment. C'est un vrai travail d'empathie. J'essaie de me mettre dans vos têtes. Et j'ai toujours un doute parce que ça reste. Tu te doutes que c'est une bande dessinée, Jérémy. Tu te doutes que c'est un livre. Et j'essaie quand même d'aller chercher des trucs où je me dis peut-être qu'ils T'as l'ont pas bien lu. fait les papiers cadeaux hein, parce que je galère. Ah non, j'ai pas lu. Ah. Oui, Non, j'ai je lu. connais Tu pas, l'as lu non. Ah merde Mais il est hyper bien. Il est Ah, je suis super bien. désolé. Ah, je t'en ferai un C'est autre un de mes en. préférés. Non, je connais pas, Non, non. non, il est très bien. Pour raconter, donc ça c'est un super livre, je trouve. T'as lu l'autre qu'il a fait, qu'il a Ouais. écrit ou pas? Il en a fait 3. Ouais, exactement. Et ça s'appelle Les Cerfs-Volants de Kaboul. Et c'est fait par Khaled Hosseini. Et c'est juste une pépite Ouais. qui raconte la vie au Moyen-Orient qui est juste incroyable. Et je voulais te l'offrir parce que je pense que ça parle à ta sensibilité. Et si tu l'as déjà lu, ça me confirme aussi ça. Je trouve un autre petit cadeau de remplacement, mais voilà. Si t'as C'est pas un- lu, il y a aussi 1000 soleils splendides. Ouais, il est magnifique. de- Il est magnifique. qui Il y a eu un été, film de ça aussi, je crois. Ouais. 2000 soleils splendides Non, Non, de- des Cerfs-volants Cerfs-volants de de Kaboul, Kaboul, ouais. ouais. Et je me demande s'il n'y a pas eu un dessin animé aussi. Peut-être. Ou film d'animation. Et un manga. Ouais. Et... Et puis voilà. Et non, mais le livre est Puis magnifique. bientôt le podcast. 1000 soleils splendides est incroyable. Et j'ai pas lu le troisième, Ouais. mais waouh, c'est très. L'écho c'est infini du- de nos montagnes. Ok. Ouais. Tu vois. Oui, tu vois, t'as bien choisi. Ouais. Est-ce que je les connais tous par Ah, cœur c'est cool. Et toi, Jérémy, Aldébaran, tu Ouais. connais ou pas? Non, Jamais non, entendu non. parler. Mais là, on est souvent dans. Bah, j'ai déjà vu, Ouais. mais ouais. Pour moi, c'est un grand classique de la BD. Ça fait partie de ces trucs qui marquent des générations. C'est fait par Léo, qui est un dessinateur qui commence à être un peu âgé, je pense, maintenant. Et c'est une histoire qui... C'est quand même ça frôle un peu la science-fiction. Ça Ouais. frôle, c'est même carrément de la science-fiction. Mhm. Mais c'est pas non plus la science-fiction cybergalactique où il y a des droïdes et des trucs comme ça. Ouais. C'est une super belle histoire autour de la colonisation, autour du contact avec les créatures hautes un peu sur les planètes qu'on découvre. Ouais. Et c'est juste magnifique. Il y a Trop bien. une très belle histoire. C'est le premier tome et j'espère que ça va se faire. Ouais, merci, ouais. On est dans de la bande dessinée franco-belge, là. Ouais, complètement. complètement. Dans une bonne tradition, ouais.
Trop bien. Voilà les Merci amis, beaucoup. je voulais Merci juste vous remercier du beaucoup. fond du cœur parce que vous êtes les premiers de cette saison 3 qui est la première en vidéo. Et juste c'était un plaisir de vous avoir. Ah, c'était Je chouette. trouve qu'on a eu des belles discussions, on a joué au Lego, on a fait des trucs vraiment sympas. Et surtout merci d'avoir accepté de partager tous ces apprentissages et ces découvertes. Ah, merci à Avec toi. nous. hein. Ouais, Ah non, c'était vraiment c'est vraiment cool, c'est sincère. Carrément. Génial. Merci. Bah, à très vite. Yes. À bientôt. Toujours le moment à la fin. là, tu sais. Ouais, tu sais pas quoi dire. Merci. Bon, Yes. bah, Non, ça- Les amis, j'espère que cet épisode avec Chloé et Jérémy vous a plu. C'est un épisode que j'ai adoré enregistrer avec mes deux amis. Ils sont fascinants à plein d'écarts et on a essayé de vous transmettre un maximum pendant cette heure d'interview. Donc merci de l'avoir écouté. Et si ça vous a plu, ne restez pas spectateur, abonnez-vous juste en dessous. Passez le mot à un ami parce que ça mérite d'être partagé, ces paroles comme ça et ces conseils merveilleux. Et surtout dites-le en commentaire parce que ça fera super plaisir à Jérémy et Chloé de découvrir vos réponses. Je vous envoie plein de bonnes ondes pour votre semaine et surtout je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao!